L'invité de Smart Impact, c'est Michel Giorgia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes délégué général de France Renouvelable. On va commenter ensemble cette information qu'on va voir tout de suite, l'énergie solaire qui dépasse le charbon pour la première fois dans la production d'électricité de l'Union européenne en 2024. C'est 11% pour le solaire et 10% pour le charbon. C'est la conséquence d'une politique de long terme, ça ? C'est le début des résultats du Green Deal. Le Green Deal qui a été travaillé en 2019 et mis en place à partir de 2019. Là, en fait, il donne ses fruits. Et il donne ses fruits sur plusieurs segments des renouvelables, puisqu'effectivement, le solaire a produit en 2024 306 TWh au niveau européen. Donc, effectivement, 11% de la production d'électricité, devant le charbon, qui est à 269 TWh. Et on observe la même tendance avec l'éolien, puisque du côté de l'éolien, on est à 477 TWh. Et l'ensemble des renouvelables font quasiment 47% de la production d'électricité européenne. Donc, est-ce qu'il y a un phénomène de vase communicant ? C'est-à-dire que quand le solaire ou l'éolien progresse, ça veut dire que le charbon baisse, mais aussi les énergies fossiles d'une manière générale ? Exactement. Quand on regarde la structure de la production européenne d'électricité, on voit bien que quand l'hydraulique, quand le solaire et quand l'éolien se développent, la consommation de gaz et la consommation de charbon diminuent fortement. Pour vous donner un chiffre qui est assez marquant, entre 2019 et 2024, la réduction de la consommation de gaz et de charbon associée à la production d'électricité a fait économiser à l'Union européenne 59 milliards d'euros d'importation. C'est considérable, c'est considérable. Donc on voit bien qu'effectivement il y a ce phénomène de vase communicant. Donc si on veut réduire la consommation d'énergie fossile, il faut accélérer le développement, notamment du solaire. Oui, c'est aussi et peut-être surtout une question de souveraineté. Alors, c'est évidemment une question de souveraineté, puisque le gaz et le charbon sont en partie importés. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que quand on regarde le charbon, il n'y a plus que 2 pays qui représentent 2 tiers de la consommation de charbon pour la production d'électricité. Donc c'est l'Allemagne d'un côté et la Pologne de l'autre. Donc on voit bien que si on arrive à faire un travail avec ces pays-là, on va vraiment réussir. Et de l'autre côté, dans l'ensemble des pays, la production solaire augmente et c'est marquant en Espagne, aux Pays-Bas, en Grèce et en Hongrie. Et côté français, on avait un vrai retard, par exemple, sur l'éolien offshore, l'éolien maritime. Tout à fait. On est en train de le rattraper. On en est où ? On était très très loin dans le classement des pays européens. Tout à fait. On a démarré en même temps que tout le monde, au début des années 2010, et on met en place les premiers parcs en ce moment. Donc on est en train de rattraper ce retard. Et ce qui est assez marquant... Il y avait un gros retard par rapport aux Anglais, aux Néerlandais, par exemple. Anglais, Allemands, Néerlandais. Vraiment, ça c'était très fort. Les Anglais restent toujours devant. Ils sont très très forts sur l'éolien en mer. C'est les leaders mondiaux à ce jour, avec plus de 12 gigawatts installés. La France en a tout juste 2. Mais en octobre dernier, on a abouti sur une grande planification et du coup, on devrait être en capacité de rattraper ce retard à l'horizon 2030. Puisqu'on parle de chiffres et de comparatifs au niveau européen, il y a ce règlement dont on parle quasiment tous les jours dans notre émission, la CSRD, la directive européenne sur le bilan extra-financier, qui finalement oblige les entreprises à afficher leur bilan extra-financier, à se comparer avec d'autres. Donc c'est très intéressant. Je pense que c'est un outil de transformation majeur, sauf qu'en ce moment, il y a une pression assez forte au niveau européen, notamment de l'Allemagne pour ne pas la nommer, pour l'interrompre, le suspendre. Comment vous réagissez à ça ? En fait, c'est le constat qu'on a eu pendant les élections européennes. Vous avez vu que pendant les élections européennes au mois de juin, il y a eu une espèce de Green Deal bashing. Donc l'ensemble des progrès qui ont été faits sur, par exemple, le développement du véhicule électrique, les normes de rénovation des bâtiments, le développement des renouvelables, la comptabilité extra-financière, etc. Tout ça a été attaqué en bloc. Et je pense qu'il faut faire la différence entre les difficultés que connaît aujourd'hui l'économie européennes, qui sont réelles et qui sont en partie liées à des prix élevés d'électricité. Et l'Allemagne est en récession pour la deuxième année suivante. Là, il faut vraiment regarder, poser le diagnostic. Et notamment, on voit bien que là où il y a des renouvelables, les prix baissent. Le constat est net là-dessus. Donc, il faut qu'on avance là-dessus. Et de l'autre côté, il faut quand même voir que derrière toutes ces mesures-là, en fait, il y a des mesures de soutien aux industriels européens. Si on est capable, typiquement sur la mobilité électrique, si on est capable de mettre en place au niveau européen un leasing véhicule électrique qui dit, pour toutes les personnes en dessous d'un certain niveau de revenu, vous avez un véhicule électrique pour 100 € par mois pendant 3 ans, vous envoyez un signal à la fois aux personnes en situation de précarité de mobilité qui voient bien la difficulté à investir dans un véhicule électrique, et là vous leur offrez une réponse sociale, c'est extrêmement important, et de l'autre côté,
vous envoyez un signal clair aux industriels en disant il y a un marché européen du petit véhicule électrique, investissez dedans. En fait, si on veut sortir de cette espèce de Green Deal bashing, j'allais presque dire, hein, il faut traiter les deux sujets qui sont d'un côté compétitivité de l'industrie et de l'autre côté accompagnement social de la transition énergétique. Et il y a peut-être un troisième levier à activer. C'est de regarder quand même ces règlements de près, parce que dans les critiques des agriculteurs ou dans les critiques de certains chefs d'entreprise sur la CSRD, c'est pas faux que la paperasse, elle est bien là. Je dis ça d'une façon un peu simpliste, mais c'est une réalité. Tout à fait. L'enfer est pavé de bonnes intentions, hein, je crois qu'on dit. Donc ça, c'est un point qui est important. Et pour le coup, je pense que là, il faut être très pragmatique. Il faut, plutôt que de secouer le cocotier en disant « faut tout arrêter », sortons 3, 4, 5 propositions de simplification. Je sais que c'est un peu un mot valise, mais pour avancer. Et quand on fait ça, en fait, on se rend compte que ça marche. On arrive à le faire. Hein. Ça, c'est vraiment important. Ouais. Avec donc l'Europe qui est face à ce choix très important sur ses ambitions environnementales, au moment où les États-Unis, avec Donald Trump, sont en train d'appuyer très fortement sur le frein. Et vous y voyez quoi? Vous y voyez une opportunité pour l'Europe? Première partie de question, puis j'en ai une autre juste derrière. Je vous laisse la première. Pour nous, c'est évidemment une opportunité, pour deux raisons. La première, c'est qu'on voit bien qu'il faut que l'Europe prenne son destin énergétique en main et globalement son destin stratégique en main. On a les outils pour le faire, on a les cerveaux pour le faire, on a les fonds financiers pour le faire, donc allons-y. Il faut y aller. Maintenant, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique réelle pour le faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est vraiment nette, c'est que l'administration Biden avait fait un effort très, très important pour attirer les industriels mondiaux et notamment les industriels européens sur son territoire. Si on ralentit, si les États-Unis ralentissent, en fait, il faut que du coup le marché européen soit dynamique pour que les industriels européens puissent se servir de ce marché pour devenir des leaders. Avec la deuxième partie de la question, le prix de l'électricité ou les prix de l'énergie en général, ce qui rend le marché américain attractif, au-delà effectivement de l'Inflation Reduction Act dont vous parliez, cet aspirateur à projet lancé par Joe Biden, c'est le prix de l'électricité. Alors, oui. Et là, les États-Unis restent beaucoup plus compétitifs. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on est en train de rattraper ce différentiel de compétitivité qui a explosé en 2022 avec la crise énergétique. Il reste un État où c'est différent, qui est le Texas, qui reste structurellement un pays où l'énergie est vraiment un État où l'énergie est vraiment très peu chère. Mais sur le reste du continent nord-américain, les prix convergent, énergétiques convergent entre les prix européens et les prix américains. Et en fait, on se rend compte que ce qui manque aujourd'hui, typiquement, pour vous donner un exemple, on échange beaucoup les acteurs des data centers. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la rapidité de décision. On a en France beaucoup d'acteurs des data centers qui veulent s'installer sur le territoire national parce qu'on a un prix d'électricité pas cher. Et on a une énergie décarbonée. Et on leur dit, écoutez, pour être accordé, c'est 2029, 2030, etc. Non, il faut trouver les moyens d'aller beaucoup plus vite sur ces sujets-là. Si on arrive à faire ça, on redeviendra très attractif. On a une énergie décarbonée aussi, ou surtout grâce au nucléaire. Que dit le délégué général de France Renouvelable sur ce mix énergétique? Il faut le conserver? Ah, bien sûr qu'il faut le conserver. Il faut absolument le conserver. On a la chance en France de maîtriser l'ensemble des technologies décarbonées. Il faut absolument le conserver. Et en fait, le vrai défi aujourd'hui... Mais est-ce qu'on peut se payer les deux? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se payer des plans d'investissement massifs pour des petites centrales nucléaires, nouvelle génération, et puis continuer de développer l'éolien ou le solaire? On pourra se payer les deux à une condition, que la consommation d'électricité augmente. Et là, et donc quand la consommation d'électricité augmente, on fait reculer les énergies fossiles dans la mobilité, dans les bâtiments, dans l'industrie. Et la priorité actuelle, ça doit être ça. Il faut que la France, dans le cadre de la PPE, mette en place un plan d'action d'électrification des usages pour aller chercher les carburants fossiles dans la mobilité, les chaudières à gaz et les chaudières au fioul dans le bâtiment et le fossile dans les procédés industriels. Si on arrive à faire ça, on continuera à être une puissance électrique, puisque la France est une puissance électrique. Notre production d'électricité est l'équivalent de la production d'électricité du Royaume-Uni et de l'Espagne cumulée. Donc la France est une vraie puissance électrique, il faut le rester, et pour ça, il faut qu'on électrifie à fond. Est-ce qu'on a perdu 6 mois depuis la dissolution pour prendre ces décisions-là, ou est-ce que finalement ça avance sans gouvernement stable? Alors, ça avance. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en 2024, on a réussi à avancer sans gouvernement stable. Ça, c'est un vrai enseignement.
notamment puisque les services de l'État continuent à pousser ces sujets, et ça c'est extrêmement important. Mais c'est vrai que ce qui manque un petit peu, c'est un cap, un récit, et ça c'est vrai que la stabilité, elle nous donne ça. Merci beaucoup et à très bientôt sur le plateau de Be Smart for Change. On passe à notre débat, comment lutter contre l'isolement, ce que peuvent faire les entreprises.